à Paris, la France, tu le sais, est profondément attachée à l'alliance qui l'unit avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, dont nous célébrons d'ailleurs les 75e anniversaire et aussi dans le cadre évidemment de nos relations bilatérales. Pendant presque 2 siècles et demi, nous avons toujours été ensemble de tous les combats avec les États-Unis d'Amérique pour la liberté. Les États-Unis savent ce qu'ils doivent à la France, mais je peux te dire très concrètement qu'ici en France, nous savons, la France sait ce qu'elle doit également aux États-Unis dans son histoire. En ce 80e anniversaire également du débarquement, nous aurons d'ailleurs l'occasion de le redire avec force, notre amitié franco-américaine, le 6 juin prochain sur les plages du débarquement. Et c'est dans cet esprit de liberté qui nous anime notamment, et c'est aussi cet même esprit de liberté qui nous a conduits à soutenir ensemble l'Ukraine. La Russie, vous le savez, mesdames et messieurs, mène depuis 2 ans une agression injustifiable contre un pays libre et souverain, non content d'ailleurs d'opprimer son propre peuple. Vladimir Poutine veut soumettre le peuple ukrainien, mais 2 obstacles aujourd'hui l'en empêchent depuis maintenant 2 ans. D'abord, bien sûr, le courage. On doit saluer ici des Ukrainiens qui, depuis maintenant 2 ans, repoussent les assauts de l'armée russe. Leur combat est un combat de légitime défense, un droit, garanti d'ailleurs par la Charte des Nations Unies. Ce combat, il est juste et il faut systématiquement ici le rappeler. Ensuite, c'est la détermination des pays qui soutiennent l'Ukraine, notamment à maintenir son niveau de mobilisation dans la durée. La réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles, d'ailleurs, doit demain être l'occasion pour nous d'intensifier notre soutien à Kiev et d'envoyer un signal très très clair de notre détermination à soutenir l'Ukraine dans la durée. La conférence de Paris du 26 février était également une étape décisive en ce sens et nous mettons dorénavant en œuvre les conclusions dans un certain nombre d'ailleurs de coalitions de pays couvrant les besoins des Ukrainiens avec les États-Unis, cher Anthony. Nous coprésidons également la coalition sur l'artillerie dans laquelle nous poursuivons la mise en œuvre d'une partie de nos initiatives. Pour affaiblir ce soutien, la Russie recourt également, et je l'ai dit souvent ici en conférence de presse, aux mensonges et à la manipulation de nos opinions publiques. Je sais qu'elle finance notamment des ingérences, promeut des faux médias, accuse l'Ukraine et l'Europe de crimes commis par d'autres, dernièrement Daesh. C'est d'ailleurs une manière assez grossière de masquer le fait que la Russie s'est trompée d'ennemi en négligeant le risque du terrorisme islamique sur son territoire. Nous serons d'ailleurs déterminés en Europe à contrer cette propagande. Et je vous le dis aujourd'hui, peut-être en guise également d'annonce, que la France proposera d'ailleurs prochainement un régime de sanctions dédié à ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation et de déstabilisation de notre pays et de l'ensemble des Européens. C'est une discussion qu'il faut qu'on ait à 27, mais c'est une proposition française. Nous avons, cher Anthony, évidemment évoqué le Proche-Orient. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. La situation, vous la connaissez, la situation humanitaire sur place est catastrophique et s'aggrave de jour en jour. Rien ne justifie d'ailleurs une telle tragédie. Dans ce contexte, les décisions du Conseil de sécurité doivent être mises en œuvre, y compris la résolution 2728 récemment adoptée. Que dit-elle ? Elle dit tout simplement que tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition, qu'un cessez-le-feu immédiat et durable doit garantir la protection de tous les civils et l'entrée massive d'aide humanitaire. Et dans ce contexte, j'ai pu présenter également au secrétaire d'État les initiatives de la France au Conseil de sécurité et je pense qu'il est possible de créer un consensus à New York sur la base
d'une solution à 2 États, sur une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, sur des garanties de sécurité de part et d'autre. J'ai trouvé d'ailleurs constructifs nos échanges, une approche constructive, et je continuerai dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à faire ce travail auprès des acteurs de la région et auprès également des membres du Conseil de sécurité, d'ailleurs qu'ils soient élus ou membres permanents. Nous devons également éviter l'escalade régionale, je pense notamment au Liban. Nous avons également évoqué cette question où la France a fait des propositions accueillies favorablement par les parties libanaises. Je continuerai également à parler à tous les acteurs qui sont intéressés. Tous les acteurs, y compris l'Iran, doivent s'abstenir de rechercher l'escalade. Nous avons également évoqué la guerre au Soudan, une des pires crises humanitaires au monde. Un an après d'ailleurs le début du conflit, nous organiserons à Paris le 15 avril une grande conférence humanitaire sur le Soudan, présidée par la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Nous devons nous mobiliser sur cette grande crise qui est clairement oubliée, à la fois des médias et des responsables politiques. Et je sais que je peux compter en tout cas sur l'investissement des États-Unis, cher Anthony, pour faire que cette conférence soit un succès au service des populations en détresse. Enfin, une autre crise qui préoccupe la France et les États-Unis au Caucase Sud. Nous avons réaffirmé notre attachement à l'intégrité territoriale de l'Arménie, aujourd'hui mise en cause par l'Azerbaïdjan. Je veux redire ici ma préoccupation face à l'emballement et à la rhétorique azerbaïdjanaise, la multiplication des fausses informations émanant de Bakou et tendent d'ailleurs à imputer à l'Arménie la responsabilité d'une escalade qu'elle est peut-être la seule aujourd'hui à vouloir éviter dans cette partie du monde. Je veux je vois d'ailleurs dans ces exercices de propagande beaucoup de similitudes avec ce que la Russie impose à l'Ukraine. Et je pense que nous devrions, cher Anthony, y être également très attentifs à 6 mois de la tenue de la COP 29 à Bakou. Voilà, Monsieur le Secrétaire d'État, pour cette courte introduction. Je me réjouis en tout cas de poursuivre ces échanges à Bruxelles demain. Et dans les semaines qui viennent, nous avons encore tant à faire pour que les valeurs qui ont en réalité fait nos 2 pays puissent prévaloir dans l'ensemble de la scène internationale. Cher Anthony, merci en tout cas de ces discussions. Je te cède la parole et encore une fois, merci de la qualité de nos échanges. Merci. Je suis vraiment ravi, comme toujours, de me retrouver à Paris. Et je tiens, Stéphane, à te remercier pour cet accueil si chaleureux et justement une conversation importante et, je crois, très constructive. Si tu me le permets, je vais continuer en anglais pour mes collègues. And as I just said, comme je viens de le it's dire, always wonderful to be back in Paris, but I especially Paris, wanted to thank je voulais remercier en particulier mon collègue et ami Stéphane de l'accueil extrêmement chaleureux et les conversations que nous avons eues. Il a couvert la plupart des sujets que nous avons abordés. Il y a juste une ou deux choses peut-être. Alors concernant l'Ukraine, nous avons discuté de l'impératif qu'il y a à poursuivre l'aide à l'Ukraine qui se défend contre l'agression russe. Ça c'est aujourd'hui. Mais également, il s'agit de s'assurer que par le travail que nous faisons, nous devons aider l'Ukraine à s'armer pour l'avenir, de manière à ce qu'elle puisse continuer également de renforcer sa démocratie, son économie, en particulier avec l'Union européenne, de manière à ce qu'elle puisse fonctionner de façon économique et démocratique, et c'est la meilleure des réponses que nous puissions apporter à cette agression. La France a été un leader remarquable dans ce domaine. Elle a permis à l'Ukraine de se défendre et je crois qu'elle le permet dans le long terme. Des milliards ont été donnés à l'armée ukrainienne, mais également elle a rallié d'autres pays à cette cause. Nous voyons ce leadership également dans la mise en œuvre des sanctions. Nous travaillons
jour après jour pour empêcher le transfert d'armes efficacement vers la Russie, pour alimenter cette agression, y compris par la Corée du Nord, par l'Iran ou par la Chine. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une menace pour l'Ukraine, c'est également une menace pour la sécurité européenne dans son ensemble. Il s'agit d'intérêts forts pour la France, pour les pays européens. Ceux-ci doivent faire tout ce qui est possible pour empêcher l'action russe. Nous poursuivons la réindustrialisation de la défense. J'ai visité une entreprise de fabrication de munitions. Aujourd'hui, ce sont des munitions françaises, des munitions américaines, des munitions qui viennent de tous les pays. Et il s'agit d'assurer que l'Ukraine puisse résister au feu russe. Nous pourrons relever les défis d'aujourd'hui, mais également les défis de demain. C'est une des raisons pour laquelle il est essentiel que le Congrès des États-Unis adopte la demande du président Biden pour l'aide à l'Ukraine. C'est nécessaire pour la défense, pour l'industrie de la défense, tout en créant des emplois également aux États-Unis. Comme Stéphane l'a dit, nous avons également parlé du Proche-Orient. Nous remercions la France de son partenariat dans le cadre de la crise. Nous remercions également la France pour ses efforts visant à empêcher la propagation de la crise dans d'autres pays. Il s'agit de permettre un cessez-le-feu pour permettre la libération des otages et l'aide humanitaire. Comme cela a été dit, nous avons parlé également du Liban. Nous avons essayé d'empêcher la propagation du conflit dans ce pays. Nous voulons également ouvrir la voie vers une paix durable, avec des garanties de sécurité, des garanties politiques pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Je réitère également ce que Stéphane a dit concernant l'attaque sur l'ambassade. Je peux dire que pour beaucoup d'entre nous, nous exprimons nos condoléances aux familles, aux amis, aux collègues de ceux qui ont perdu leur vie, ainsi que notre sympathie aux blessés. J'ai parlé il y a une semaine des efforts engagés par cette association humanitaire à Gaza. Le travail qu'ils font est extraordinaire. Jour après jour, au quotidien, c'est un travail incroyable pour garantir que ceux qui en ont besoin, reçoivent ce dont ils ont besoin. Besoin alimentaire pour survivre. Les victimes de la frappe d'hier alimentent le record des personnels humanitaires qui ont perdu leur vie. Ces gens sont des héros. Ils offrent le meilleur de ce que l'humanité a à offrir. Ils doivent être protégés. Nous ne devons pas nous retrouver dans une situation où les personnes essaient simplement d'aider, où les personnes qui essaient d'aider se retrouvent en danger. J'ai parlé au gouvernement israélien de cet incident particulier. Nous avons exhorté à une enquête déterminée et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et alors que nous avons, par l'intermédiaire de ce conflit, ressenti l'impératif de sauver des vies, qu'il s'agisse des enfants et des femmes palestiniens, nous devons offrir davantage d'aide humanitaire et de façon plus efficace encore.
Comme Stéphane l'a déjà dit, nous avons abordé un certain nombre d'autres questions. Je pense que il y a une convergence sur les défis de notre temps entre la France et les États-Unis. Nous coopérons ensemble pour permettre un monde plus sûr et plus libre. Nous travaillons avec nos partenaires, nous travaillons de façon transparente avec où les biens, les personnes, pour créer un monde où les biens et les personnes et les idées peuvent circuler de façon libre et transparente. Enfin, j'aimerais remercier le président Macron pour son leadership dans un grand nombre d'affaires, notamment pour les questions d'aide à la société civile et autres. Nous célébrons aujourd'hui, nous commémorons 2 anniversaires cette année. Le 80e anniversaire de la Libération, Stéphane y a fait allusion, ainsi que l'anniversaire de l'OTAN, qui nous unit. En fait, le 80e anniversaire de la Libération nous rappelle pourquoi nous avons décidé de nous unir pour créer une défense commune quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'être clair. Dans l'espace transatlantique, nous devons nous aider, nous devons nous soutenir et, ce faisant, eh bien, nous rendrons les agressions moins probables. Même si, bien sûr, nous devons relever les défis du moment et je remercie la France pour nous avoir aidés dans ce domaine. Merci. Par média. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Very disorganized over here. Je peux être très organisé. Monsieur le secrétaire, en tant que leader du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, vous avez approuvé l'envoi de munitions en Israël. Ne pensez-vous pas que l'association humanitaire West Central Kitchen est victime de cela? Et une deuxième question pour vous deux. Le secrétaire d'État Blinken et vous, oui, donc il y a eu une augmentation des frappes de l'Ukraine. Pensez-vous que frapper ces structures est la bonne approche stratégique pour l'Ukraine? Alors, je vais prendre la deuxième question d'abord. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, nous faisons depuis le premier jour tout ce que nous pouvons pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Parallèlement, nous n'avons jamais soutenu ou permis des frappes ukrainiennes hors de son territoire. S'agissant des transferts, je pense qu'il est très important de mettre les choses en perspective et comprendre ce dont nous parlons. Tout d'abord, nous avons un engagement de longue date en faveur de la sécurité et en faveur pour l'Ukraine de se défendre elle-même. Ça, c'est la politique des gouvernements américains qui se sont succédés, qu'ils soient républicains ou démocrates. Et cette politique demeure et a permis de développer des accords entre les États-Unis et Israël, des accords de longue durée, 10 ans dans ce cas-là, à savoir offrir une aide militaire, permettre une aide, c'est ce que nous faisons, à hauteur de 3 milliards de dollars par an. Ces transferts d'armes, chacun d'eux
se font conformément aux exigences statutaires, ce qui comprend des notifications au Congrès formelles et informelles, et c'est ce que nous faisons avec tous les pays avec qui nous avons des accords de défense et de transfert d'armes. Maintenant, l'autre élément contextuel important, c'est qu'avec Israël, et c'est vrai avec d'autres pays, il y a un nombre de demandes ouvertes des affaires antérieures ou des demandes antérieures qui n'ont pas été remplies ou complétées. Dans le cas d'Israël, par exemple, il existe de nombreuses demandes qui ont été formulées et nous en avons notifié au Congrès cela prend du temps. Certaines demandes ont plus de 10 ans. Il faut du temps pour produire le matériel, les armements en question. Et ce qui fait que cela prend des années pour nous pour répondre aux demandes et pour respecter nos accords. Par conséquent, dans la plupart des cas, eh bien, nous l'avons notifié il y a déjà des années, bien avant le conflit de Gaza. L'interprète n'entend pas la question, s'excuse. Alors, je vais y venir, mais une fois encore, tout ce contexte est très important. Nous, bien sûr, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas au-dessus des lois et de ce qui a été décidé au Congrès. Nous devons garantir que les transferts en cours se font en fonction des seuls, même s'ils ont été approuvés il y a longtemps. Même s'il n'y a pas de demande supplémentaire ou d'approbation supplémentaire. Maintenant, nous nous sommes concentrés sur le fait que le 7 octobre, ce qui s'est passé le 7 octobre, ne doit plus jamais arriver. Cela étant dit, la relation particulière que nous avons avec Israël ne concerne pas simplement Gaza, le Hamas et le 7 octobre. C'est également les menaces qui pèsent sur Israël par l'Iran, par le Hezbollah et par d'autres acteurs dans la région. Chacune de ces menaces existe et consiste à vouloir détruire Israël. Donc, cette aide militaire que Israël a demandée, et comme je l'ai dit, elle est régie par des contrats vieux de plusieurs années, eh bien, elle est là pour aider et pour empêcher d'autres conflits. Et c'est donc le système qui est en place depuis longtemps et qui va se poursuivre. Mais pour ce qui est de Gaza, du conflit à Gaza, depuis le premier jour, nous avons œuvrer à l'impératif de protéger les civils, le droit international humanitaire, le droit qui prévaut au cours des conflits. Et c'est ce que nous faisons régulièrement et c'est ce que nous faisons avec Israël régulièrement, y compris récemment. Et c'est ce que nous avons redit hier à Israël par vidéo à la délégation israélienne. Être assez clair et direct, puisque pour ce qui est des attaques ukrainiennes sur les raffineries russes, le sujet est presque sans commentaire de notre part. L'Ukraine agit en légitime défense. Et nous considérons que c'est la Russie l'agresseur. Et dans ces conditions, il n'y a pas beaucoup d'autres commentaires à faire. Je crois que vous m'aurez compris. Une question de la presse française. Bonjour, Delphine Twitou de l'agence France Presse. J'ai une question concernant le raid israélien sur le consulat. La question s'adresse à vous deux, messieurs, s'il vous plaît. Sur le consulat iranien à Damas. Je voulais savoir si vous redoutez une escalade dans la région. Et j'ai envie de poser la question qui est presque en follow-up avec ce qui s'est passé à Gaza récemment. Est-ce que Israël a franchi des lignes rouges d'après vous? Et quelles seraient les lignes rouges d'après vous à Gaza ou ailleurs concernant
la façon dont agit Israël en ce moment. Je commence? Oui, je t'en prie. Bon. Pour être très clair, tout le sens de notre action depuis le début, et je crois que le secrétaire d'État est dans la même dynamique, est d'empêcher l'escalade régionale. Tout le sens de l'action est d'empêcher l'escalade régionale. Et il y a des acteurs qui cherchent d'évidence l'extension du conflit. Au nord Israël, en mer Rouge, on en a discuté, on l'a déjà commenté beaucoup ici, dans les frappes contre les États-Unis, en Syrie ou en Irak d'ailleurs. Et donc le risque d'embrasement est entièrement leur responsabilité. Voilà. Donc moi, je n'ai pas, y compris de qualification à faire, mais à vous dire que tout le sens de notre action est d'empêcher cette escalade et que dans ce cadre-là, nous nous abstiendrons de qualifier ce qui s'est passé. Et je ne peux que vous dire la même chose, c'est exactement la même approche. On travaille ensemble très étroitement, justement pour éviter une escalade, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit la mer Rouge, au Yémen, etc. Et en ce qui concerne les frappes en Syrie, nous essayons de connaître les faits. Nous sommes en train d'apprendre exactement ce qui s'est passé et nous continuerons pour le savoir en détail. Mais nous œuvrons tous les jours ensemble, la France et les États-Unis, surtout au Liban, pour éviter qu'il y ait un conflit entre les parties. Conflit d'ailleurs que nous sommes persuadés ni les Israéliens, ni Hezbollah, ni le Liban désirent, et ni l'Iran. Nous allons prendre une autre question de la presse américaine. Merci. Simon Lewis de Reuters. Tout d'abord, je voulais revenir à la question du World Central Kitchen et des personnels humanitaires de cette station humanitaire qui ont été tués. J'en connaissais personnellement et je peux témoigner que leur amour de la vie et leur gentillesse et le travail qui a été fait était important. Donc je connais donc une des personnes particulièrement et ce matin j'ai reçu son passeport australien ensanglanté. Monsieur Blinken, s'agissant de l'aide humanitaire à Gaza, vous savez qu'il y a beaucoup d'associations, c'est pour ça que les travailleurs de World Central Kitchen étaient là. Ce n'est pas la première fois qu'un convoi d'aide humanitaire est frappé, c'est la première fois que les Israéliens ont pris des mesures pour restreindre, et ce n'est pas la première fois qu'on prend des mesures en Israël pour restreindre l'aide humanitaire. Je vais vous demander, est-ce que vous allez faire davantage puisque cela continue depuis des mois, est-ce que vous allez faire davantage que juste en parler à Israël? Est-ce qu'il y a des choses que les États-Unis ont l'intention de faire pour faire en sorte qu'Israël prenne des mesures? Deuxièmement, la France a proposé une résolution sur Gaza qui va au-delà de ce qui a été décidé le mois dernier. Donc, de manière à ce que les partis prennent des mesures en faveur de la solution à deux États. Donc, est-ce que vous allez appuyer la résolution de la France? Et concernant cette résolution, est-ce que la France est assurée d'avoir le soutien des États-Unis, puisque depuis octobre, elle bloque des résolutions sur Gaza? Donc, est-ce que vous appellerez le secrétaire d'État Blinken à ne pas faire usage de son droit de veto sur cette résolution? Maintenant, concernant l'aide humanitaire, je reviens à la déclaration que j'ai faite immédiatement après le 7 octobre. Moi-même
Et d'autres, y compris le président Biden, ont travaillé sur et ont rappelé à Israël les impératifs moraux et stratégiques, à savoir faire le maximum pour permettre l'aide humanitaire. Et Israël a pris des mesures importantes ces 6 derniers mois. Elle a ouvert donc le point de passage de Rafah pour permettre aux personnes de sortir, pour garantir donc les donc pour permettre l'aide humanitaire et l'aide alimentaire de passer. Je rappelle qu'une partie du port a été ouverte également. Donc tout ceci est bien entendu insuffisant. Cela n'est pas assez pour répondre aux besoins des femmes, des enfants et des hommes de Gaza qui sont piégés dans un conflit épouvantable. Et dans nos conversations avec le gouvernement israélien, notamment la semaine dernière avec le ministre de la Défense à Washington et hier en vidéoconférence avec nos homologues israéliens, nous avons rappelé les impératifs urgents qu'il y avait à permettre l'aide non seulement à Gaza mais à l'intérieur de Gaza, de manière à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, y compris dans le nord, là où il y a le plus de besoins. Et c'est là où d'ailleurs travaillait World Central Kitchen. Donc tout ceci doit se faire. Nous examinons, nous surveillons attentivement de manière à nous assurer que toutes les mesures soient prises de manière à ce que les besoins soient couverts. Il faut davantage de coordination sur le terrain. Nous voyons donc nous verrons ce que l'enquête concernant World Central Kitchen révélera. Mais nous avons beaucoup de défis à relever, bien entendu, et il y a également beaucoup de choses, notamment les points d'accès vers Gaza, etc. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails et je ne vais pas anticiper les décisions et les opinions de l'administration, mais l'aide humanitaire est une nécessité absolue. S'agissant du Conseil de sécurité, la France et les États-Unis travaillent en étroite coopération sur toutes les questions et sur toutes les résolutions, y compris celle-là. Et le fait que la résolution ait été présentée il y a déjà plusieurs semaines à l'avance, je pense que nous poursuivons le même objectif. À partir des conversations que j'ai eues avec Stéphane, nous sommes tous les deux d'accord pour demander un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'aide humanitaire. Cela sera la meilleure solution pour faire changer les choses sur le terrain. Nous voulons donc nous assurer que les efforts seront faits pour permettre des négociations pour un cessez-le-feu pour la libération des otages. De même, nous devons trouver une voie vers une paix durable. Une paix durable pour bénéficier aux Palestiniens et aux Israéliens de la même manière. Et cela doit comprendre la création d'un État palestinien avec les garanties de sécurité nécessaires pour Israël. Ce sont les fondamentaux et donc nous y préparons plusieurs semaines à l'avance avant de nous présenter au Conseil. On a salué la semaine dernière l'adoption de la résolution et nous appelons d'ailleurs les parties à respecter le contenu. S'il n'y a pas de respect du contenu, il n'y a plus de droit international et il n'y a plus de réglementation multilatérale. La France est également, et vous l'évoquiez, à l'initiative pour travailler au Conseil de sécurité, avec d'ailleurs ses partenaires, dont les États-Unis, sur les paramètres de cette sortie de crise, notamment les paramètres politiques. Alors il y a plusieurs endroits où on discute des paramètres politiques. Une fois dans un certain nombre de cercles diplomatiques, on construit
autour de la solution d'ailleurs à deux États, l'ensemble des dispositifs qui pourraient être la voie de déboucher sur la crise politique, mais accompagné effectivement d'un cessez-le-feu, de l'entrée d'aide humanitaire et d'un dispositif politique qui nous permette de garantir la sécurité de part et d'autre. Et puis, nous avons également discuté avec le secrétaire d'État, et c'était aussi le sens de ma visite en Égypte avec mon homologue égyptien jordanien. C'est également une partie de la visite que j'ai effectuée au Guyana, qui est également membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur ces périmètres justement de sortie de crise et une éventuelle résolution. Pour tout vous dire, nous allons continuer à concerter l'ensemble des membres du Conseil et plus largement, je pense, les pays qui sont dans la région. Et nous devons pouvoir, et c'est notre intuition et notre certitude, trouver un consensus qui est le plus large possible autour de la sortie de crise durable. Ça doit en passer par une nouvelle résolution. Ça en passera par une nouvelle résolution. S'il peut y avoir un autre biais, il y en aura un autre. Mais en tout cas, je pense que c'est de la responsabilité de la France d'entrevoir cette solution. Nous allons prendre une dernière question pour la presse française. Merci Philippe Ricard pour le journal Le Monde. À propos de l'Ukraine, je voulais savoir si les points de vue entre la France et les États-Unis étaient rapprochés sur la possible invitation de l'Ukraine à rejoindre un jour l'OTAN. Est-ce que vous en avez discuté aujourd'hui, en prélude bien sûr au sommet de Washington en juillet? Et puis, petite question à propos de l'Iran vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce qu'on sent un regain d'inquiétude des autorités occidentales à propos de la livraison de missiles iraniens à la Russie dans le conflit en Ukraine? Où en est-on? Quelles sont les informations que vous avez à ce sujet? Merci. Comme nous l'avons d'ailleurs dit au sommet de Vilnius, mais je pense que on partage ce point-là, les États membres de l'OTAN s'engagent à soutenir les réformes de l'Ukraine dans la voie de l'intégration évidemment à l'OTAN, et nous devons d'ailleurs travailler à ce sommet de l'OTAN, à celui d'abord de l'unité. Et je pense que c'est important. Je pense que et la France et les États-Unis sont attachés à cette unité sur ce sujet-là. Et donc, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, je pense qu'on confirmera une unité des pays de l'OTAN autour de cette formule qui devrait rester la même, celle de Vilnius. Effectivement, nous avons évoqué un peu le sommet de l'OTAN et l'Ukraine, mais nous en parlerons beaucoup plus en détail dans les jours qui viennent à Bruxelles, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Comme les alliés ont dit à Vilnius, l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Pour nous, il est question d'avoir une très bonne et une très claire feuille de route pour arriver à cette conclusion. Et je crois que le sommet de l'OTAN, 75e anniversaire, justement, sera très concentré sur, de façon très concrète, comment établir cette feuille de route, ou pour utiliser notre image, le pont nécessaire pour l'aboutissement de l'Ukraine comme membre de l'OTAN. Et en ce qui concerne les missiles venant de l'Iran, qui arrivent en Russie et qui sont utilisés contre le peuple ukrainien, effectivement, nous l'avons évoqué, nous travaillons ensemble pour essayer d'interrompre ou sinon de pénaliser tout apport de ce genre de soutien, que ce soit de l'Iran, de la Corée du Nord ou autre, y compris la Chine. Et c'est aussi quelque chose qu'on évoquera sans doute avec nos collègues de l'OTAN dans les jours qui viennent. Merci, Monsieur les ministres. Cette question conclut la conférence de presse. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci Victor. À très vite alors. Oui. On se voit tout à l'heure. Ça marche.